Vous écoutez IDO, le podcast de l'UIE présenté par Lucie Brasseur. Usine d'eau potable ou station d'épuration, eau de pluie ou eau pluviale, grand ou petit cycle de l'eau pour tous, élus ou simples citoyens, l'eau, c'est notre ressource première. En début d'année, nous avons déjà commencé à aborder la question de la gestion et du stockage des eaux pluviales. Pourtant, comme un vélo moulinant, le sujet n'a cessé de m'interroger. Comment, en ville, dans un environnement à haute imperméabilité des sols et à forte densité de population, peut-il être envisageable de trouver des solutions permettant d'éviter d'un côté les difficultés liées à l'afflux massif de litres d'eau, tout en limitant, d'un autre côté, le déversement vers les milieux naturels de ces eaux de ruissellement contaminées par les matériaux et autres bitumes citadins. J'ai appelé Luc Manry, président de l'ITSEP, qui m'a conseillé de contacter Pascal Berthaud du CEREMA, l'établissement national en charge de l'aménagement du territoire auprès des acteurs de l'État, des collectivités locales et des entreprises. Et au début du printemps, nous avons pu échanger tous les trois. Réalisé au début du 3e confinement, cet échange a bénéficié des technologies de la visioconférence. Pascal Berthaud, bonjour. Bonjour. Luc Manry, bonjour. Bonjour. Si on devait commencer par le jeu des définitions, c'est un exercice que j'aime bien en début de podcast, d'autant plus que là, aujourd'hui, on parle d'un terme qui peut recouvrir plein de réalités. On va parler de résilience. C'est un grand mot, alors qu'en réalité, c'est la capacité, je dirais, d'adaptation de chacun d'entre nous à des situations qui évoluent fortement. On peut dire d'ailleurs que finalement, de tout temps, l'homme a su s'adapter à l'évolution de son environnement et finalement, jusqu'à présent, fait preuve d'une grande résilience. Qu'est-ce que le terme résilience, Luc, vient impliquer pour les domaines de l'eau ? La résilience, pour nous, c'est la capacité à surmonter de façon durable des aléas climatiques qui eux-mêmes s'amplifient chaque jour et rendent toutes les infrastructures et solutions de traitement existantes obsolètes. Les zones urbanisées à l'échelle de la planète représentent moins de 3% de la surface, mais elles vont concentrer plus de 2/3 de la consommation d'énergie et des émissions de CO2, de plus en plus d'habitants également. Et c'est bien dans ces zones urbanisées que la problématique des eaux pluviales est la plus prégnante en termes de résilience. Pour le CEREMA, quels sont les enjeux ? C'est d'abord évidemment la question du cycle urbain de l'eau, c'est évidemment la question de la désimperméabilisation, avec une des grandes difficultés aujourd'hui et qu'on a artificialisé, imperméabiliser beaucoup de surfaces, ce qui empêche l'eau de s'infiltrer dans la terre, ce qui accélère évidemment les inondations. C'est, je dirais, toute cette question de gestion des eaux pluviales et justement de capacité à infiltrer cette eau au plus près de l'endroit où elle tombe. Et puis, si on élargit un petit peu le sujet sur ces questions d'eau, c'est évidemment la question de la préservation des zones humides qui représentent des zones de tampons absolument extraordinaires. Une zone humide, c'est un petit peu comme une éponge, hein. Vous mettez beaucoup d'eau dessus, ça l'absorbe. Évidemment, le problème, c'est que depuis finalement un siècle, on a à peu près supprimé près des 2/3 des zones humides. C'est évidemment la question de la réutilisation des eaux usées traitées. Vous savez qu'on utilise beaucoup d'eau et qu'aujourd'hui, cette eau, elle repart directement au milieu. Et c'est enfin, évidemment, des questions foncières particulièrement importantes, notamment pour la protection des captages d'eau potable. Luc, vous voulez compléter sur les enjeux ? Pour ITSEP, la résilience s'applique d'abord aux zones urbanisées pour lesquelles on a des défis tout à fait contradictoires. Il faut par exemple à la fois la capacité à surmonter les inondations, mais aussi surmonter des périodes de long stress hydrique, et le tout en préservant la qualité des eaux pluviales que l'on va finir par restituer au milieu naturel. Or, tous les réseaux mis en place aujourd'hui sont basés sur des dimensionnements hydrauliques dépassés. Je sais que vous avez accompagné des collectivités à mettre en place des programmes, à imaginer des solutions d'amélioration de la gestion des eaux pluviales. Est-ce que vous pourriez y revenir ? Vous donner quelques exemples sur ces questions justement de cycle urbain de l'eau. Nous sommes en train d'expérimenter avec la ville de Paris la création de jardins de pluie pour justement infiltrer effectivement de façon beaucoup plus forte la pluie et éviter les déversements en Seine.
On est en train de travailler avec le Grand Narbonne sur justement l'intégration de principes sur la désimperméabilisation des bassins et la traduction de ces éléments, évidemment, dans les documents de planification ou en termes de prescription pour les projets. On peut travailler évidemment assez fortement sur l'aménagement des espaces publics, mais aussi sur les bâtiments, sur les questions de réutilisation des eaux usées. Les expériences sont nombreuses, y compris d'ailleurs de réutilisation en irrigation agricole, qui est la façon la plus efficace d'utiliser les eaux usées. Les solutions, non seulement elles permettent de régler la question des eaux pluviales, mais elles permettent aussi, dans un certain nombre de cas, finalement, de régler les problèmes quantitatifs de quantité d'eau mis à disposition. Luc, du côté des industriels et de l'ITSEP, quelles sont les solutions pragmatiques que vous recommandez ? Il n'y a plus une seule solution, comme par exemple celle du tout tuyau, mais des bouquets de solutions complémentaires. D'ailleurs, le terme qui s'impose de plus en plus, c'est le terme de la notion de filière, regroupement de solutions, qui se met en œuvre de façon décentralisée, donc en de multiples endroits de la ville. En termes de solutions, les ouvrages enterrés de stockage des eaux pluviales sont la première brique autour de laquelle d'autres fonctionnalités peuvent être déployées. La première est celle du stockage, donc de la restitution possible à la végétation en période de déficit en eau. Contribution très importante, de plus en plus importante pour lutter contre les îlots de chaleur. Cette capacité de stockage temporaire est aussi souvent nécessaire quand on déraccorde les réseaux d'eau pluviale du réseau d'assainissement ou que l'on désimperméabilise les sols, enjeu actuel. On pallie ainsi souvent à des perméabilités, c'est-à-dire des vitesses d'infiltration parfois trop faibles au niveau des sols existants. Beaucoup d'autres fonctionnalités peuvent être associées en amont ou en aval de ces bassins. On peut citer la régulation, le traitement, que ce soit pour des pollutions accidentelles ou chroniques. Et puis un mot en termes d'évolution, on constate au sein d'ITSEP que les produits et technologies mis en œuvre sont de plus en plus compactes et performantes, notamment pour la dépollution des eaux pluviales, et des procédés de stockage permettent une totale modularité, donc des formes de bassins sur mesure avec réutilisation du foncier. De manière générale, Pascal, on entend optimisation, amélioration, on sent un message d'espoir, on a l'impression qu'on avance sur le bon chemin. Vous êtes d'accord au CEREMA ? Je crois qu'on peut être très très optimiste quant à notre capacité dans les 20 prochaines années justement à faire évoluer notre façon de gérer l'eau, de gérer les eaux de pluie pour être résilient justement face à un environnement qui change. Luc, vous êtes d'accord ? Totalement, et beaucoup de choses ont déjà été faites. Je voudrais citer notamment tous les travaux menés par l'ASTE avec le Memento qui recodifie le dimensionnement hydraulique sur la gestion des eaux pluviales. On peut aussi citer un autre élément important qui va être signé cette année, qui est le fascicule travaux ouvrage de stockage des eaux pluviales. Donc tous les éléments sont aujourd'hui disponibles et se mettent en place pour permettre de travailler sur cette résilience autour des eaux pluviales. En somme, si les manifestations du changement climatique impliquent de changer de paradigme et donc de dimensionnement en termes d'infrastructures de stockage et de traitement, il est rassurant de constater que les acteurs dans les collectivités comme chez les industriels avancent conscients des enjeux et armés de solutions pragmatiques alliant technologie et bon sens. Ainsi, pour citer Marie-Claude Jarreau, présidente du CEREMA, ensemble, ils contribuent à gérer l'inévitable et à éviter l'ingérable. Un dernier mot sur l'UIE. L'Union des industries de l'eau est une fédération de 8 syndicats représentant 220 sociétés adhérentes et 15 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Acteurs du petit cycle de l'eau, les adhérents de l'UIE apportent des réponses pragmatiques aux questions d'entretien du patrimoine et des infrastructures, à la gestion de la ressource dans un contexte de raréfaction et d'attention de la qualité et aux conséquences des manifestations du changement climatique. Retrouvez toutes les actus de l'UIE sur Twitter et sur LinkedIn. Maintenant, si vous avez des questions complémentaires pour nos invités du jour ou que vous souhaitiez nous parler de votre expérience de terrain, laissez-nous un commentaire ici ou contactez-nous via notre site internet www.o-entreprise.org. Vous avez aimé ce podcast ? Partagez-le.